Riviera Ferraille. L'étrange cas des sœurs Fox, l'émission préférée des enfants, les fantômes de Finkviller, la mystérieuse maison Winchester, le plus gros micro-ondes du monde, ce sont nos dossiers du jour dans le bureau des mystères. Bonsoir, bienvenue dans le Bureau des Mystères, je suis Mathias. Et je suis Charles. Le concept de notre émission, il est assez simple. On nous a demandé de répertorier tous les mystères du monde, littéralement tous, d'être exhaustifs, d'en parler, de les commenter. Ce sera notre travail et on va s'y atteler d'ailleurs. Mais avant ça, on aimerait vous remercier parce que y a plusieurs petits trucs qui nous ont fait chaud au cœur, hein. Les chiffres, hein, puisqu'on on va parler chiffres quand même. On a été premier du classement iTunes, toutes catégories confondues pendant on l'est peut-être encore au moment où on enregistre, on l'est peut-être encore. Alors nous avançons peut-être pas là-dessus. Non, au moment où on enregistre, pas au moment où c'est diffusé, au moment où on enregistre, on l'est peut-être encore. Et ça nous fait plaisir. Mais vous imaginez même pas, on n'avait jamais fait autant, tu vois, on a plus de 7000 lectures, de 7000 vues, je sais pas comment on dit sur au moment où on enregistre ça, effectivement, on est à plus de 7000 par épisode, c'est fou. On était déjà premier de la catégorie culture et société, qui est notre catégorie. Je crois que c'est Henri Michel qui nous a mis là-dedans, donc déjà bravo à lui de nous avoir mis dans une catégorie où il y avait apparemment pas trop de concurrence. C'est très bien joué. On doit être au milieu je sais pas, de débats politiques et d'autres choses comme ça. Mais du coup, ouais, un petit message en premier pour faire d'énormes bisous, hein. Et vous remercier et toujours vous encourager à nous laisser des messages, des commentaires ou que ce soit. Exactement. D'ailleurs, en ce qui concerne les messages en fin d'émission du Bureau des Mystères, on vous dit que vous pouvez nous envoyer vos propres histoires, des histoires qui seraient susceptibles de nous intéresser, et vous le faites. Et ça, c'est vachement cool. Ouais. On a déjà reçu quelques histoires qu'on continue à traiter, à analyser, à décortiquer pour essayer de voir si elles pourront faire l'objet ou non plus tard d'épisodes du Bureau des Mystères. Spoiler, quelques-uns peut-être, effectivement. de ce qu'on a lu pour le moment, il y en a quelques-uns qui sont en tout cas très intéressants et qui feront l'objet d'histoire ici. Oui, ne vous alarmez pas si vous les voyez pas tout de suite. Oui, c'est normal, voilà. c'est parce que nous on en a en stock, vous voyez, mais elles apparaîtront un jour à un moment donné, au moment où vous y attendez peut-être le moins d'ailleurs. Et quand vous les envoyez, on les lit à chaque fois, hein, Ouais, dans aussi. toutes circonstances possibles. Là, récemment, j'en lisais, j'étais en vacances du côté de Strasbourg. J'ai reçu quelques messages d'auditeurs et c'était très sympathique. J'ai pu lire tout ça entre deux dégustations au restaurant. Car petit clin d'œil à une autre émission de Riviera Ferraille, spoiler arrière, je suis allé à Strasbourg majoritairement pour goûter le restaurant de Franck Pelux, finaliste de Top Chef. Ah, j'allais dire spoiler arrière, c'est SAS, mais d'accord, ok. Oui, c'est la saison précédente, Ouais, pour ceux qui ont écouté spoiler arrière la saison dernière. Comme on pouvait s'en douter, Franck, papa, c'est toujours super bien. Donc voilà, son resto vaut le coup. Et quand je vais dans une ville, je ne fais pas caler au restaurant. Je cherche aussi des choses intéressantes. Alors, je peux contre-témoigner, littéralement, si tu ne fais que ça. Non, je fais d'autres choses. Je cherche des trucs étranges sur les villes où je vais, et c'est pour ça que je vais majoritairement sur l'Atlas Obscura, qui est un site qui permet de voir les étrangetés dans les villes où on va. Et là, quand je suis allé à Strasbourg, il y avait pas grand-chose. J'étais un peu surpris, donc du coup, j'ai fait des recherches. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a des fantômes dans les rues de Strasbourg ? Est-ce qu'il y a des dossiers du Bureau des Mystères qui sont passés à Strasbourg ? Du potentiel travail pour nous, et du coup, t'es allé voir et t'as vu des petits trucs ? Eh bien écoute, j'en ai trouvé un dont on parlera, je pense, dans ce numéro. C'est un petit teaser. Mais en attendant, ça n'était absolument pas préparé. Et en attendant, on va passer à la première histoire. La mystérieuse maison Winchester. En Californie, il existe une maison immense avec une architecture insensée, qui a des escaliers qui mènent nulle part, des portes qui s'ouvrent dans le vide, et cette maison-là cache une histoire effrayante de malédiction.
Alors mon cher Charles, pour ce dossier-là, je t'amène en Californie, à San José précisément, et encore plus précisément au 525 South Winchester Boulevard. Ouais, je vois très bien, jusque-là. Eh bien écoute, c'est très bien parce que cette histoire ne commence pas exactement à cet endroit-là. D'accord. Elle commence en fait à plusieurs centaines de kilomètres d'ici, plusieurs centaines de kilomètres de San José, hein, pas d'ici la France, sinon ce serait quand même assez étonnant. En fait, l'histoire commence le 12 juillet 1866 quand Sarah Winchester, l'épouse de William Worth Winchester, qui dirige à ce moment-là la fameuse société Winchester, celle qui fabrique la célèbre carabine. Ah Winchester. Oui, c'est ce que j'allais te demander, c'est le Winchester, comme le bar Winchester qui a une arme Winchester dans Shaun of the Dead. Exactement, c'est en fait le fils de l'inventeur de la carabine Winchester. Et donc ce monsieur est marié avec Sarah Winchester et ensemble ils ont une fille qui s'appelle Annie, qui naît en juillet 1866, qui malheureusement meurt quelques semaines plus tard d'une maladie infantile. C'est à ce moment-là que Sarah Winchester tombe dans une profonde dépression, ce qui est assez normal, on le comprend, et le couple n'a pas eu d'autres enfants par la suite. Et Sarah Winchester doit affronter un autre drame en 1881 quand son mari meurt de la tuberculose. Donc en 1881, Sarah Winchester hérite de 20,5 millions de dollars de l'époque, donc ça fait beaucoup d'argent. En fait, elle touchait 1000 dollars par jour, ce qui est aujourd'hui à peu près l'équivalent de 23 000 dollars par jour. What? Ah oui, non mais Ok. Waouh, Penelope Fillon à côté, c'est rien du tout, déjà. Ouais, donc là, la personne a 20,5 millions de dollars de l'époque, donc ce qui est énormément d'argent, donc tu peux multiplier par 20. Donc 50% de la compagnie Winchester, ce qui lui apporte cette somme de 23 000 dollars par jour. Et donc tout cet argent-là, elle va l'utiliser pour acheter une maison loin de là, à San José, en Californie. Elle rachète une maison. Et si elle rachète cette maison, c'est pour une raison bien étrange. En fait, toujours gagnée par la dépression, Sarah Winchester a l'impression qu'il y a une malédiction qui s'est abattue sur sa famille. Alors sur les conseils d'une amie, elle va à Boston rencontrer une médium, et cette médium va lui faire de surprenantes révélations. Elle va lui dire qu'elle est entrée en contact avec son mari, donc William Worth Winchester, et qu'elle doit quitter la ville où elle habite jusqu'ici, donc jusqu'ici elle habitait à New Haven, et qu'elle doit partir à l'ouest du pays, elle doit partir en Californie, et c'est là-bas qu'elle doit construire une maison pour accueillir les esprits de tous ceux qui sont morts à cause de la carabine Winchester. C'est la médium qui lui dit d'aller vivre en Californie. Qui lui dit de partir loin, parce que il faut qu'elle d'abord essaye d'échapper aux esprits, et dans un deuxième temps de construire une maison qui ait deux fonctions. D'abord celle d'accueillir les esprits des personnes mortes par la carabine Winchester, et aussi de leur échapper, puisque si elle dort dans une chambre différente chaque soir, ce qu'elle fera par la suite, c'est plus compliqué pour les esprits de la trouver, et de demander la vengeance. Donc ouais, ça ressemble assez à une étonnamment immense à la partie croix. de cache-cache en fait. Un petit peu, mais sauf que c'est ce qui devient très bizarre, c'est que Sarah Winchester prend juste note de construire la maison, et visiblement la présence des esprits ne la dérange pas tant que ça, et elle prend très à cœur de tous les accueillir dans cette nouvelle maison qu'elle achète en 1884 à Santa Clara. Donc Santa Clara, c'est juste à côté de San José, et elle a une ferme d'abord qui fait seulement 8 chambres. Seulement. Seulement 8 chambres. Seulement 8 Pour l'époque, quand on est riche, c'est pas une C'est- très très grande maison non plus. Il faut accueillir les servants, il faut accueillir du monde. Donc forcément, c'est pas hyper grand à l'époque, sauf que ça va tout de suite devenir extrêmement démesuré. Faut savoir qu'aujourd'hui, la maison fait 2 hectares. C'est immense. Wow. Elle achète cette maison, elle dépense l'équivalent de 70 millions de dollars d'aujourd'hui pour la rénover dans un premier temps. Et le travail est continu, parce qu'en fait, ce que lui a dit la médium, c'est que les esprits ne seraient pas apaisés tant que la maison ne serait pas terminée, et il fallait qu'elle soit constamment en construction. C'est la raison pour laquelle, pendant 38 ans, le travail a été continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Elle vivait dans la maison en construction. Constante construction. Oh, wow. Et évidemment, pour construire une maison aussi immense, on pourrait se dire qu'il aurait fallu embaucher plusieurs architectes pour que tout ça ait un sens. Eh bien non. En fait, Sarah, la nuit, se retirait dans un salon privé. C'était la seule pièce où où seulement elle avait l'accès. Les servants n'avaient pas le droit de rentrer dedans, Merde. les amis de la famille ne pouvaient pas rentrer dedans, les visiteurs non plus. Elle se retirait chaque nuit dans ce salon privé où elle faisait appel aux esprits pour qu'ils lui disent quels étaient les travaux à effectuer le lendemain. Donc les travaux étaient décidés au jour le jour. C'était une salle qui était dédiée donc uniquement au spiritisme, et ensuite elle allait se coucher tous les soirs dans une pièce différente pour être tranquille. Donc pendant toutes ces années,
il y a eu énormément de choses qui ont été construites et forcément des choses qui n'ont aucun sens. On a notamment des escaliers, comme je disais tout à l'heure, qui ne mènent nulle part, qui mènent directement au plafond, des portes qui s'ouvrent sur du vide, énormément aussi d'équipements très novateurs pour l'époque. C'est une maison qui, même si elle a été construite donc, à la fin du 19e et au début 20e, qui comporte par exemple des ascenseurs, qui a des équipements, des douches d'eau chaude, enfin des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir à l'époque. Aujourd'hui, elle compte 160 pièces, ce qui est énorme, donc 40 chambres, 47 foyers de cheminée, enfin voilà, si on sort tous les chiffres, c'est très grand, quoi. On a énormément de pièces aussi qui sont entièrement fermées, c'est-à-dire qui n'ont pas de porte. Des pièces dans lesquelles on ne peut juste pas rentrer, ou voilà, comme je disais tout à l'heure, des portes qui s'ouvrent sur pas de pièces du tout. Donc évidemment, tout ça, ça nourrit énormément de légendes autour de cet endroit, parce que Sarah n'est pas la seule à dire qu'elle a vu des esprits. Et évidemment, quand on est dans une maison qui a une telle réputation et qu'on a des gens qui travaillent dessus 24 heures sur 24, ils peuvent avoir l'impression de rencontrer des esprits. Il y a notamment au 3e étage les couloirs de la maison qui sont encore aujourd'hui évités par les gens qui visitent la maison. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui on peut visiter la maison Winchester, il a été classé monument historique, et même les guides de la maison Winchester déconseillent aux visiteurs d'aller dans le couloir du 3e étage une fois la nuit tombée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu des bruits de pas qui traversaient, ou qui ont eu l'impression d'entendre leur prénom qui était prononcé par des voix un petit peu désarticulées. Donc c'est des endroits qui sont en général pas ouverts au public, mais récemment il y a eu un nouveau tour de la maison qui a été créé, et on peut dorénavant visiter certaines pièces comme ça qui ont la réputation d'être hantées. Puisqu'il y a beaucoup d'activités paranormales autour de la maison Winchester. C'est d'ailleurs une des manières dont ils vendent la maison Winchester en ligne. Ils disent qu'il y a beaucoup d'activités paranormales, que beaucoup de gens ont expérimenté des phénomènes paranormaux, notamment des orbes et des images qui ont été prises où on verrait des esprits. Du coup, donc l'endroit se visite. Il y a des visites qui sont organisées dans cette maison-là. Mais il y a combien de pièces aujourd'hui, du coup ? Bah, c'est comme je disais, il y en a énormément, donc 160 pièces, donc 40 chambres, et certaines pièces auxquelles tu n'as juste pas accès parce qu'il n'y a pas de porte, tout simplement. Et des pièces très étranges où tu ne peux pas accéder. D'ailleurs, on en découvre encore. Tu veux dire qu'il y a des espaces vides, quoi. Il y a des espaces vides bulles d'air à l'intérieur de la maison. Absolument inaccessibles dans la maison, que ce soit par des fenêtres ou des portes. Exactement, c'est des endroits d'ailleurs qu'on découvre au fur et à mesure. En 2016, ils en ont encore trouvé une qui était cachée. Donc on en est là. Et d'ailleurs, la maison, évidemment, a une architecture hyper bizarre. Alors, parce que il faut savoir que Sarah Winchester avait quelques marottes comme ça, où pour elle, le nombre 13 était très important. Donc tu le retrouves dans la manière dont sont conçues certaines scènes qui ont 13 panneaux qui s'ouvrent, qui ont 13 angles à tel endroit d'une pièce, en fait, ou qui ont 13 chandeliers, tu vois, il y a des salles de bal comme ça, où tu retrouves le nombre 13 un petit peu partout. Donc déjà ça c'est un petit peu étrange en soi, mais c'est surtout l'architecture globale de la maison qui est très très étrange, quoi, parce qu'elle s'étend sur 2 hectares avec vraiment aucun lien logique entre les pièces, les plans auraient été créés par les esprits qui auraient soufflé ça à Sarah Winchester lors de ses séances de spiritisme. Ah d'accord, on est sur des plans architecturaux dictés par des esprits. C'est ça, et justement, c'est pour ça que tu as un endroit aussi bizarre. Et aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Sarah Winchester était vraiment hantée par des esprits et qu'il lui aurait vraiment soufflé ça, ou est-ce que c'était juste une vieille personne folle avec beaucoup d'argent qui a finalement transformé sa folie en un édifice qui existe encore aujourd'hui et qui représente toute l'étendue de sa folie, quoi. Parce qu'elle était dans une profonde dépression suite à la mort de sa fille, puis avec la mort de son mari, où elle avait l'impression qu'il y avait une malédiction sur la famille, plus cette histoire des victimes de la carbine Winchester qui l'a entrée, c'est probablement quelque chose qui a dû lui traverser l'esprit à ce moment-là, quoi. Et même, je dirais, question annexe mais importante, comment fait-elle pour trouver le frigo ? Parce que ça me semble impossible.
Bah écoute, c'était pas à elle de s'en occuper déjà à l'époque, puisque comme je dis, on est donc fin 19e, début 20e, hein, Sarah Winchester meurt en 1922, c'est une personne qui a des servants, qui a beaucoup de gens qui travaillent pour elle, donc tout ça, en fait elle n'a pas à s'en occuper finalement. Ouais. Elle dîne dans sa chambre, elle dîne à l'endroit où, dans la salle qui est dédiée à cet usage-là, et ensuite le soir elle change de chambre régulièrement après avoir fait sa séance de spiritisme. Est-ce que c'est un jeu de cache-cache avec les esprits? Voilà, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est. En tout cas, les observateurs de l'époque disent que très clairement, la personne n'était pas hyper équilibrée mentalement, quoi. Il y avait un vrai problème. Son deck. Une personne pas très équilibrée mentalement avec beaucoup d'argent, ça peut donner ça. Alors t'as ceux qui disaient que c'était une personne folle et ceux qui croyaient vraiment à l'histoire, hein, parce que voilà. Encore une fois, il y a des gens qui ont travaillé sur la maison qui pensent avoir vu des choses à l'époque et aujourd'hui, quand tu visites la maison, les guides touristiques qui te font visiter la maison Winchester te disent qu'il y a du paranormal dans cette maison. Et d'ailleurs, ils jouent beaucoup là-dessus, tu peux la visiter de nuit parfois. Ah oui. En période d'Halloween, ils font des visites à la bougie, carrément la nuit. Donc c'est un business, hein, évidemment, ça coûte entre 20 et 49 dollars la visite, donc c'est pas rien. Et donc voilà, t'as les visites à la bougie en période d'Halloween, et chaque vendredi 13, tu as aussi les visites à la lampe torche de la maison, ce qui doit être assez inquiétant. Donc voilà, on sent qu'aujourd'hui, les personnes qui tiennent la maison, donc c'est une organisation qui avait racheté la maison il y a quelques dizaines d'années dans le but de la restaurer, de la maintenir en état, parce que c'est quand même, elle est classée monument historique, hein, en Californie. Donc pour promouvoir ça, ils font forcément des petits trucs un petit peu effrayants. Donc si nos auditeurs passent du côté de San José en Californie, je pense que c'est une étape incontournable dans leur voyage en Californie. Ouais, je suis assez d'accord. Pour toi, c'est une affaire qui a quel niveau de mystère, du coup? Alors qu'il y a un très haut niveau de mystère, parce que cette histoire de malédiction, j'ai tendance à avoir un petit peu du mal à y croire. J'ai du mal à me dire que toutes les personnes qui ont été tuées par la carabine Winchester hantaient Sarah Winchester, ça fait quand même beaucoup de monde. Des centaines de milliers de personnes, non? Ils ont pas armé des soldats, ils étaient pas... Il doit y avoir des centaines de milliers de personnes, non? Bah oui, ça fait énormément de monde, surtout que la carabine Winchester a été inventée à un bon moment, on va dire, c'est-à-dire un moment où il y avait des guerres pas loin, quoi. Donc elle a beaucoup été utilisée sur des champs de bataille. Donc forcément, ça fait beaucoup de monde qui sont morts sous les balles de la carabine Winchester, quoi. Donc ça, j'ai un petit peu du mal à y croire. Après, se dire que peut-être moi, je suis plutôt partisan du côté c'est la dépression où elle a cru voir des choses et en fait la médium a un petit peu profité de sa crédulité pour lui mettre par-dessus une histoire paranormale qu'elle a cru parce qu'elle était à un moment où elle était vulnérable, cette femme, et que malheureusement, comme elle était très seule, eh bien personne n'a jugé bon d'essayer de lui faire reprendre ses esprits, parce que finalement sa situation, elle a arrangé tout le monde, elle a arrangé la médium qui s'est fait de l'argent en lui faisant croire qu'il y avait une malédiction. Elle a arrangé tous les gens qui ont travaillé dans la maison, à qui ça a donné quand même un salaire pendant 38 ans. Ça a créé de l'emploi, tout simplement. C'est ça, pendant 38 ans, des travaux 24 heures sur 24 tous les jours. C'est tout ça, oui, voilà, ça générait effectivement de l'emploi. Donc je dis, bon, peut-être que la patronne est folle, elle croit qu'elle voit des esprits, mais en attendant, nous, ça nous permet de vivre, quoi. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a ça. En fait, tout le monde avait intérêt à laisser la situation en place, et même les gens qui ont repris depuis la maison ont tout intérêt à entretenir le mystère et à rajouter par-dessus cette couche de paranormal voilà, où ils disent qu'aujourd'hui encore il y aurait des esprits, alors que à la base les esprits ils hantaient juste Sarah Winchester, ils hantaient pas la maison en particulier, ils étaient accrochés à Sarah Winchester parce que c'était la femme de la famille Winchester. Donc c'est tout ce vernis qu'ils ont rajouté par-dessus de mystère, c'est pour attirer aussi plus de monde, pour venir visiter la maison, faire la promotion de ces événements, de ces visites à la lampe torche et de ces visites à la bougie. Donc en termes de mystère, moi j'aurais tendance à dire que au final, même si le nom officiel de la maison est la mystérieuse maison Winchester, c'est son nom officiel, c'est la Winchester Mystery House, j'aurais tendance à dire que finalement ce n'est pas si mystérieux que ça, en tout cas ce n'est pas paranormal. Ce qui reste une source d'étonnement, en revanche, c'est l'architecture de la maison, et je pense que rien que pour ça, ça vaut le détour, il faut la visiter, parce que c'est vraiment un édifice donc de 2 hectares qui est très très intéressant à visiter, je pense. D'accord, ok. Tu penses qu'on peut passer au dossier suivant ? Eh bien, je pense que l'on peut. Le plus gros micro-ondes du monde.
une installation américaine située en Alaska. Donc américaine, mais non, elle n'est pas contrôlée par la CIA. Ah, malheureusement. Malheureusement, je suis déçu. je te dirai après pourquoi il faut falloir qu'on arrête avec la CIA. On a reçu des courriers de menaces De la CIA. de la CIA, littéralement, et ça commence à me faire un peu flipper. Mon Dieu. J'espère qu'ils vont pas s'en prendre à Henri Michel. ils vont l'emmener. Non, une installation américaine située en Alaska serait à l'origine des changements climatiques récents, et notamment des récentes tempêtes. En fait, pour résumer, les Américains se seraient dotés d'une arme de destruction massive pouvant modifier le climat. Ok, donc on part donc sur de la théorie du complot dans cet épisode. Oh, on part sur. Alors déjà, on va partir sur du c'est pas sorcier. Déjà, on va commencer par là. D'accord. C'est. Eh bien, dis-moi, même si Jamie, on parle de. comment est-ce qu'on contrôle la Ouais, météo? c'est ça. Alors là, on parle d'un projet américain top secret qui pourrait anéantir la planète. Je te parle Rien que ça. évidemment de l'installation HARP. Ah, mais la Acronyme célèbre de- installation HARP. Eh oui, acronyme de High Frequency Active Auroral Research Program. En français, programme de recherche aurorale active à haute fréquence. Ça fait moins peur. Ouais, un petit peu moins. HARP, donc c'est une installation qui est à la fois scientifique et militaire. Militaire parce que ça a été, c'est sur le terrain des US Navy et de la US Air Force. Donc comme je disais, la CIA n'est pas impliquée. Et donc elle se situe dans le sud-est de l'Alaska, dans la ville de Gakona, que je ne connaissais pas. Elle a été construite en 1990 et a commencé à être opérationnelle en 1993. Visuellement, c'est un gros parc d'antennes. Et quand je dis un gros parc d'antennes, c'est pas les toits de Paris ou quoi que ce soit, hein, c'est des antennes immenses qui sont au nombre de 180 et qui recouvrent près de 15 hectares. D'ailleurs, les images sont très célèbres, hein, vous pouvez les voir assez facilement sur internet. Je crois que c'est même le groupe Muse qui les avait utilisés pour des visuels, pour des visuels de singles ou d'albums. Mais c'est ça, c'était un album live. C'est ça. Qui s'appelait Harp. Mais c'est même pas, ils ont contribué aux théories du complot, hein, parce que c'est pas ces antennes-là exactement. D'accord, ok. C'est une image, ça je crois que c'est un peu l'image fantasmée qu'on a de Harp. Mais non, en fait, les antennes sont au nombre de 180. 180 antennes qui sont vraiment plutôt balèzes, mais surtout, elles sont couplées pour fonctionner comme une seule et même antenne. Donc une très Donc, très t'as grosse 15 antenne. hectares. Ouais, c'est une antenne de 15 hectares, grosso modo. Rien que ça. Et l'objet d'étude du projet HARP, c'est la ionosphère. Mathias, culture G, c'est quoi la ionosphère? Alors, absolument aucune idée. Donc Absolument aucune. Tu directement Je suis désolé. tu donnes ta langue au chat. Moi, je suis plus sur les fantômes, sur les serial killers, tout ce qui a trait à la science dure, j'ai du mal. Ah, c'est la plus haute couche de notre atmosphère terrestre. C'est un cercle d'électrons qui entoure la Terre. Donc toutes les couches qui séparent le sol de la Terre du grand vide intersidéral de l'espace sont composées de gaz. Il y a différentes compositions. Et la particularité de l'ionosphère même d'ailleurs, est que les gaz qui la composent conduisent le courant. Tout simplement, les atomes qui composent ce gaz se voient ajouter ou enlever des charges, ce qui les électrifie. C'est ce qu'on appelle la ionisation, d'où son nom, l'ionosphère. Et là on dit merci Jamie. Oui, tu vois. merci Jamie. Sauf que contrairement à Fred de C'est pas sorcier, je vais pas aller sur le terrain à Harp pour te montrer à quoi ça ressemble. Ah bah de toute façon ce serait bien compliqué pour toi puisqu'ils ne te laisseraient pas entrer déjà. Ouais, c'est pas faux. Et ils sont assez stricts là-dessus. Et c'est notamment cette ionosphère qui permet d'établir, par exemple, des liaisons radio transatlantiques sans satellite. Mhm. Et c'est bien là une partie du projet recherche de HARP. En fait, l'ionosphère, c'est une sorte de miroir à ondes radio naturelles. Elle renvoie vers le sol les ondes radio émises depuis la Terre. Ok. Donc comme ça, c'est assez simple, je vais revenir dessus. Et donc la station HARP, qui est au sol, sert à monitorer le halo électrique qui entoure la Terre grâce à des centaines, du coup, beaucoup trop grosses pour passer inaperçues, même dans un endroit comme l'Alaska. Donc la station utilise une technologie dite IRI, Ionospheric Research Instrument, et d'autres techniques radioélectriques, en fait, pour étudier l'impact de l'ionosphère sur les communications longue distance. C'est quelque chose qui a été développé
donc au moment, plutôt vers la fin de la guerre froide du coup, pour essayer de communiquer notamment avec les sous-marins, essayer de communiquer entre les États sans que ça passe par satellite et sans que ça passe par des câbles ou des canaux qui soient détectables. Et donc pour continuer un peu sur le côté scientifique, l'installation HARP du coup envoie des rayons très puissants en direction de l'ionosphère. Notamment des ondes radio, alors sur des fréquences, on va pas les capter avec nos récepteurs, hein, mais ça utilise des ondes radio AM, donc différentes des ondes radio FM qu'on utilise pour nos transistors, à l'époque où on utilisait le mot transistor, qui sont des ondes radio courtes de quelques dizaines de kilomètres. Oui, aujourd'hui les gens écoutent des podcasts, Charles. Voilà, exactement. Avec leur téléphone. J'ai l'impression de faire l'archéologie de notre format. Et donc qui permettent les ondes FM une bonne restitution, par exemple, du son. Alors que les ondes AM sont une modulation plus simple, qui permet de transmettre beaucoup plus loin, centaines de kilomètres au lieu de dizaines de kilomètres, et qui était notamment utilisée par les radios publiques en Europe, qui d'ailleurs l'est toujours, mais qui permet d'avoir une antenne et de diffuser beaucoup plus loin. Donc tu vois, on mérite vraiment notre place en culture et société. Exactement. Est-ce que maintenant on va en arriver au cœur du problème, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait ? Ouais, on y est bientôt. On y arrive bientôt. HARP envoie des fréquences hautes dans l'ionosphère pour agiter les atomes électriques. Et les objectifs officiels de HARP, c'est de travailler sur l'amélioration des communications en cas d'éruption solaire, de tempête solaire, et d'améliorer les communications intercontinentales. Mais ça, c'est la version officielle. Oui, c'est la version officielle, c'est ça. Et notamment encore communiquer avec les sous-marins, comme je te disais. Mais aussi, ils ont fait quelques découvertes en envoyant 3 600 000 watts dans les airs. Notamment que quand tu envoies trop de rayons dans l'ionosphère, genre plusieurs millions de watts par exemple, elle peut se tordre, voire carrément se trouer, ou pire, HARP peut littéralement transformer l'ionosphère en miroir en envoyant suffisamment de rayons. Il faut, tu balances les watts à fond, ça peut littéralement transformer l'ionosphère en miroir. Et une fois que c'est suffisamment électrifié pour être transformé en miroir, ça permet d'envoyer des ondes et de les faire se réfléchir pour les renvoyer sur Terre. Sauf que, quand t'envoies suffisamment de watts, eh ben c'est comme si tu dirigeais un micro-ondes géant avec la porte ouverte sur quelqu'un. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend le sens du titre de ce dossier, qui était jusqu'ici, je dois bien te l'avouer, assez mystérieux quand même. Ouais, voilà. Il était mystérieux, maintenant il ne l'est plus, vous savez pourquoi. HARP est un espèce de gros micro-ondes. Plus sérieusement, la fréquence en fait qui est utilisée pour communiquer avec les sous-marins, et là il y a des gens qui le disent, je suis pas sûr que ce soit vrai, mais je l'ai lu. La fréquence utilisée pour communiquer avec les sous-marins qui navigueraient en profondeur serait la même que la fréquence à laquelle notre cerveau est sensible. Genre, notre cerveau émet des ondes radio. Et donc, à très faible fréquence. Et donc concrètement, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que ça pourrait directement influer sur nos cerveaux, les ondes envoyées par HARP ? Si je te disais que les Américains, avec cette installation située en Alaska, pouvaient littéralement influer sur l'humeur de toute une population. Eh ben, je te répondrai théorie du complot, Illuminati, reptilien, complot Bilderberg. Mais moi, je te dis qu'on vient de découvrir pourquoi la France est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs. Je pense qu'on est la cible de HARP depuis environ 25 ans non-stop. Ça expliquerait beaucoup de choses. Grosso modo, tel que je vous le décris, c'est l'étoile de la mort dans Star Wars, mais en Alaska. Et donc, évidemment, il y a énormément de théories du complot, de théories en général, pas forcément du complot, mais de théories en général, qui ont vu le jour depuis la mise en marche de HARP. Déjà, et pour cause, HARP, c'est un putain de nom d'installation mortelle mystique. Ah ouais, non, mais ça fait complètement arme de méchant de James Bond. Hein. Alors, exactement. H2ARP, HARP, ça ressemble à un mot qui existe, c'est parfait. Un truc un peu poétique, tu vois, c'est très très beau. C'est là que je pense que Muse a joué son coup, mais il me semble qu'ils étaient un peu mystiques et grandiloquents déjà, Muse. Ah bah, c'est à l'époque de ce live tout particulièrement, je peux te le confirmer. Ouais, il me semble bien que c'était un live à Wembley avec des effets son et lumière, un truc pas possible. Exactement. Hein. Et donc les théories du complot vis-à-vis de HARP viennent principalement d'un bonhomme, Nick
Begich, ou Begich, je sais pas du tout comment ça se prononce, il est irlandais. Et dans un livre intitulé « Les anges ne jouent pas avec cette harpe », Oui. C'est une super bonne raison d'écrire un livre, juste pour ce jeu de mots. Ça valait le coup. On pense au premier abord que ce Nick est un scientifique, en dehors de ces jeux de mots un peu pourris, qu'on a affaire à un scientifique un peu crédible. Il dit qu'il est à la tête d'un institut de recherche qui s'appelle l'Institut Lay Institute of Technology. Et là, j'ai envie de dire, ok, parfait, je suis ok, je suis d'accord. En fait, l'institut en question, le Lay Institute, c'est une compagnie privée et il l'a fondée en 2004 lui-même. Donc voilà, c'est exactement... Ça sent le guignol un peu quand même. Ça sent le guignol, bah c'est exactement le meilleur moyen pour être directeur de quelque chose, tu vois. Genre, il crée son propre truc et il dit que je suis le directeur de quelque chose, tu vois. C'est magnifique. C'est juste la meilleure idée. Ok, donc ce professeur guignol, c'est quoi sa théorie ? Pour lui, c'est une putain d'arme militaire qui est là pour massacrer les gens. Et qui fait notamment de gros dégâts à l'environnement. Et notamment, donc, toutes les théories du complot viennent quasiment de ce bouquin. Et par exemple... Ça a tellement bien marché, son bouquin, que Hugo Chavez, donc ex-président vénézuélien, avait accusé les États-Unis d'avoir utilisé HAARP pour causer le tremblement de terre à Haïti. Rien que ça. C'est-à-dire que, au lieu d'envoyer les fréquences très hautes dans le ciel, lui, il estime que les États-Unis envoient des fréquences très basses vers le sol pour créer des tremblements de terre. En réalité... Alors on en rigole, mais si il... ça ne sera jamais vrai, je pense, mais si il s'avérait que c'était la réalité, ce serait absolument horrible. Mais bon, on préfère en rigoler parce que ça a vraiment pas l'air très crédible, surtout vu la source. Non, mais surtout vu la source, et surtout qu'en fait, en fouillant un peu, Chavez n'a jamais dit ça. Par contre... Je voudrais dire que ce serait une fake news. Ce serait une fake news, et par contre, il y a quelqu'un autour de lui, un de ses proches apparemment, qui l'a dit à la presse, qui l'a dit un peu tout bas comme ça. Mais plus fort encore, l'ouragan Sandy, qui avait touché les États-Unis en octobre 2012, si je dis pas de bêtises, aurait été, selon les théories, provoqué à la demande de Barack Obama. Tu sais pourquoi ? Pour sa réélection ? Pour sa réélection, mais tu te dis en quoi l'ouragan Sandy a aidé à l'érection à la réélection de Barack Obama. Eh bien, j'imagine que c'était... Là, alors, je commence à être fort en théorie du complot. Ils disent sûrement que c'est parce que c'était pour le faire passer comme un sauveur, un président là pour son peuple, et que ça favorisait sa réélection. Alors, il y avait... Ouais, ça c'était un argument, c'est vrai. Mais il y avait surtout... empêcher les personnes âgées et les personnes, qui ont la mobilité la plus réduite, donc les personnes âgées, de se déplacer pour aller voter, puisque c'est bien connu, tous les vieux votent à droite. Mais oui, ils votent tous républicains aux États-Unis, les vieux, surtout au sud. Bah oui, c'est évident. Ah bah oui, c'est donc malin. Voilà, tout fait sens, évidemment. C'est limpide. Voilà, tout est limpide. Et là, tu te dis, du coup, est-ce qu'il existe des preuves que cette installation ait pu être utilisée par les militaires pour influer sur le cours d'une guerre ou sur la santé des personnes ? Tu te poses cette question. Et je me la pose. Est-ce qu'il en existe des preuves ? Bah, je pense qu'il en bien existe sûr que pas. non. Oui. Bien sûr que non, il y en a pas. C'est toute la marque des théories du complot. Il y a absolument aucune preuve que ça a été utilisé dans ce sens-là. Apparemment, pendant la guerre du Vietnam, cette technologie aurait été utilisée pour déplacer des nuages. Donc là, on sort de la théorie du complot, hein. C'est-à-dire que l'installation est réellement capable de faire ça. Apparemment. Ce qui apparemment n'est pas un truc exceptionnel, mais dire que au-dessus de la station, ils peuvent écarter des nuages qui provoquent la pluie, il y a d'autres technologies qui le permettent, tu vois, ça a rien de fou. Et ce qui est fou, c'est de dire qu'ils arrivent à déplacer des tornades entières et à les diriger vers des cibles très précises, tu vois. Ah oui, parce qu'on a dit ça, oui, effectivement, oui, forcément. Et donc voilà, et pour me renseigner rapidement sur cette petite histoire, j'ai notamment regardé une émission que je conseille, mais à toute personne qui a un peu de second degré. Donc c'est l'heure du conseil culturel, puisqu'on est en c'est culture le conseil société. culturel du Bureau des mystères. Jesse Ventura est un monsieur un peu particulier. C'est un ex-gouverneur du Minnesota, mais c'est aussi un ex-Navy SEAL. Oui. Un ex-acteur de cinéma, il a joué dans Predator. Et c'est aussi un ex-catcheur. Donc c'est un ex beaucoup de choses. Mais il a animé, au début des années 2000, une émission sur Planète No Limites,
Je vous donne le titre, c'est assez explicite, ça s'appelait Théorie du complot. C'est parfait, c'est droit. Voilà. Et le truc, c'est que j'ai regardé les 3 quarts de l'émission, et en fait, c'est pas une émission qui démonte les théories du complot, il les véhicule juste. Ce gars, c'est un peu le Chuck Norris de la théorie du complot, hein. C'est-à-dire qu'il il va aller botter le cul des gens qui veulent pas lui parler des installations militaires sur lesquelles il n'a aucun droit, tu vois. On en profite en citant Chuck Norris pour faire un big up à nos confrères de Riviera Ferraille de Nanarland. Oh oui, de nouveaux confrères. Bonjour. Bonjour, coucou. Et donc, pour conclure sur cette histoire, puisqu'il faut bien conclure à un moment donné, ARP a arrêté ses activités en mai 2014. Ah, mais c'est dommage, mais pourquoi alors qu'ils pouvaient déplacer des nuages ? Et créer des tornades et les diriger vers les gens. Ils ont arrêté leurs activités en mai 2014 faute de budget et aussi sans doute faute d'intérêt réel, en fait. Ça a été transféré à l'université d'Alaska en août 2015. Et en août 2016, le complexe a ouvert ses portes aux visiteurs pour faire taire les théories du complot. C'est plus du tout à la main, officiellement, c'est plus du tout à la main des militaires. Ça appartient à l'université d'Alaska. Et de toute façon, je pense que voilà quoi. Le niveau de mystère reste quand même élevé parce que juste une question. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de trucs scientifiques qui sont difficiles à comprendre. Mais oui, vas-y, je t'écoute. Est-ce que si on s'inscrit à l'université d'Alaska, qu'on devient étudiant et qu'on veut faire des projets scientifiques, est-ce qu'on pourrait se servir éventuellement de HARP ? On veut faire des projets scientifiques. Tu dis ça comme genre faire un gâteau. on veut faire des projets. Bonjour. Alors, on va utiliser le si micro-ondes. T'as la patience. Est-ce qu'on peut jouer avec le micro? Si t'as la patience de faire une licence, un master, un doctorat, je pense qu'au bout de quelques années, t'auras accès à HARP. Mais je pense que sans ça, c'est compliqué. C'est peut-être écrit dans le règlement intérieur. Ne touchez pas au gros micro-ondes. Voilà, c'est une histoire qui a un niveau de mystère assez élevé parce que même en essayant d'étudier le sujet, là, il y a plein de trucs scientifiques qui sont encore super compliqués. Et puis on saura jamais vraiment en fait quelles étaient les capacités totales du truc, parce que si c'est des militaires qui s'en servaient, on suppose qu'ils pouvaient faire des choses avec, mais quoi exactement, voilà, c'est soit de la théorie du complot, soit rien en fait. Ouais, voilà, je pense que le truc le plus dangereux qu'ils pouvaient faire, c'est trouver la couche d'ozone au-dessus d'eux, quoi. Oui, c'est ce qui déjà est dangereux, mais ce voilà. qu'on peut déjà faire avec des aérosols, en fait. Exactement. Avec, pareil, avec un parc de 15 hectares d'aérosols, tu fais la même chose. Si tu me files 1 tonne de bonbonnes de lac et que je les mets en continu au-dessus de Paris, il y aura un trou de la couche d'ozone au-dessus de Paris au bout d'un moment, tu vois. Il y a déjà un trou d'ozone. Il y a déjà un trou. Il y a déjà un trou au-dessus de Paris. Bon, je te propose de passer à l'histoire suivante. Allez, c'est parti. L'étrange cas des sœurs Fox. Le spiritisme tel qu'on se l'imagine aujourd'hui, il est né au 19e siècle, aux États-Unis, quand 2 sœurs ont trouvé une méthode pour communiquer avec les morts. Alors tout ça, ça démarre en 1848 à Hydesville, dans l'état de New York, avec Kate et Maggie Fox. Kate a 12 ans, Maggie a 15 ans à l'époque. Elles vivent toutes les deux avec leurs parents, le père est pasteur, donc on est dans un univers assez religieux, et aussi avec leur grande sœur dans une maison qui a la réputation d'être hantée. En fait, le précédent occupant de la maison est parti, et la rumeur locale dirait que c'est parce qu'il était dérangé par des bruits la nuit, par des coups, par des petits bruits et des grattements contre les murs, enfin le classique du poltergeist si tu veux. Donc voilà, la personne est partie, ce sont les Fox qui s'installent, et peu après leur arrivée, eux aussi commencent à ressentir des phénomènes étranges. Des phénomènes étranges. À ressentir, à ressentir. Exactement. Mais c'est surtout sonore. On a des coups, des bruits de meubles qu'on déplace à l'étage, sauf que y a pas d'étage. Donc c'est quand même assez surprenant. Je veux dire, les meubles qu'on déplace à l'étage, ça tu connais bien. C'est vrai que les voisins de la Riviera Ferraille Holding International sont assez bruyants dans leur bureau. Mais bon, là ce n'est pas la question. Là on est en 1848 à Hydesville, État de New York, et Kate et Maggie en ont un petit peu marre, a priori, des coups et des bruits le soir qui sont attribués à la présence d'un esprit frappeur. Alors la nuit du 31 mars 1848, Kate, la plus jeune, 12 ans, tente... Et alors là, c'est vraiment tel qu'on peut se l'imaginer. C'est du « esprit es-tu là ?» Un coup pour oui, 2 coups pour non. Histoire de voir si elle a vraiment affaire à un esprit, elle demande à l'esprit de deviner quel âge elle a, donc de faire le nombre de coups pour son âge. Il ne se trompe pas.
Ensuite, qui es-tu? Et donc là, c'est les fameux, le nombre de coups pour les lettres de l'alphabet, tout ça. Et donc, pendant qu'elle fait ces séances, elle est vite rejointe par sa sœur Maggie. Les voisins, la famille sont là, et ils mettent en place, en fait, le code spirit tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'il a été utilisé par la suite par des millions d'utilisateurs, par des millions d'adeptes du spiritisme à travers le monde, quoi. Le fameux un coup pour oui, deux coups pour non, tout le monde connaît ça. C'est une convention qu'on retrouve dans beaucoup de films d'horreur et chez les gens qui font du spiritisme. Cet esprit-là, elles arrivent à l'identifier. Les Sœurs Fox, elles l'appellent Mr. Splitfoot, donc c'est-à-dire en français Monsieur Pied Fourchu, donc on suppose peut-être une incarnation du diable, en tout cas c'est comme ça que elle l'appelle, mais l'esprit lui se présente comme Charles B. Rosma, un homme qui aurait été tué 5 ans plus tôt et qui aurait été enterré, emmuré dans leur cave. Non, emmuré, le cadavre emmuré, non, heureusement. Ah d'accord, ok. C'est vraiment horrible comme mort. Voilà, il aurait été assassiné et voilà, son corps aurait été emmuré dans la cave. Alors en fait, ce qui s'est passé à Hydesville, ces premières séances de spiritisme moderne, ça a complètement lancé à l'échelle mondiale le spiritualisme. Le spiritualisme, donc c'est ça, c'est des gens, des millions d'adeptes aux États-Unis dès 1852, c'est-à-dire que seulement 4 ans après les événements, on compte déjà 3 millions d'adeptes aux États-Unis. C'est énorme. Et à partir de là, ça se développe aussi en Europe. On a des personnalités comme Arthur Conan Doyle, comme Rasputin même, ou Victor Hugo, dont on a parlé dans le Bureau des Mystères. Et oui, c'est ce que j'allais te dire, on est dans la même... Exactement, en fait, Victor Hugo s'est mis au spiritisme justement quelques années après ces premiers événements à Hydesville avec les Sœurs Fox. Pile au moment où c'était à la mode, t'es en train de me dire que c'était un gros hipster. En l'occurrence. En tout cas, à partir de ce moment-là, à partir du début des années 1850, la carrière des deux Sœurs Fox est lancée. Et d'ailleurs, leur grande sœur Léa devient leur manager. Elle se charge de leur faire des contrats, de leur faire des bookings. Donc là, c'est la célébrité qui arrive d'un coup. Elles font des... Attends, tu peux juste nous rappeler, c'était combien les Sœurs Fox ? Donc il y a Léa, la grande sœur, qui s'occupe de la carrière de ces deux sœurs, Kate et Maggie. Et donc Kate et Maggie, leurs séances sont désormais tarifées, elles se font maintenant devant parfois quelques centaines de personnes, elles font des conférences, elles font des spectacles, elles se produisent notamment à New York en 1850 dans le cabinet de curiosité de Barnum, de Phileas Barnum, le grand montreur de spectacles de l'époque, devant beaucoup d'intellectuels et de stars de l'époque. Elles deviennent comme ça des médiums connus dans le monde entier, donc vraiment des stars de l'époque, quoi. C'est elles qui ont lancé le spiritualisme moderne dans le monde, quoi. D'ailleurs, des personnalités très importantes dans l'histoire du spiritisme à travers les âges, celles qui ont vraiment lancé l'intérêt. Sauf que tout ce succès, ça les a beaucoup grisés. Maggie et Kate ont sombré en parallèle dans l'alcoolisme. Elles se sont éloignées de Léa, elles ont subi aussi des morts dans la famille, leur mari qui décède, d'ailleurs il y a une des deux sœurs qui perd aussi la garde de ses enfants au cours des années 1870, donc leur destin devient beaucoup plus sombre. Et en 1888, Maggie se fait un petit peu bourrer le crâne par l'église catholique romaine, et elle commence à considérer ses soi-disant pouvoirs comme diaboliques. Et elle considérait... c'est ce qu'elle disait à l'époque. Et en fait, justement, en 1888, D'accord. Tout change. Donc tu as Maggie et Kate qui d'un coup décident de condamner le mouvement spiritualiste dans une tribune, dans le New York Herald. Elles disent que tout ça c'est du blasphème, qu'il faut pas le faire, et surtout elles annoncent que tout était faux. Elles décident de tout avouer. Elles disent que le spiritisme c'est faux depuis le début, qu'elles ont tout inventé, que même les bruits dans les maisons à Hydesville c'était elles, et que toutes les séances c'était du fake en fait. Ah ouais, qu'en fait le code spirit c'est pas un coup pour oui, deux coups pour c'est non, entièrement faux. En fait, il y avait déjà eu des soupçons dès 1850, donc 2 ans après les événements à Hydesville. Il y avait des scientifiques qui disaient déjà que c'était possible de faire ça, Ouais, d'avoir un fake un peu réaliste. L'année d'après, il y avait même une proche de la famille qui avait été plus loin en disant que les sons, ça venait des craquements des doigts sonores, qu'elles faisaient bouger leurs articulations d'une manière très sonore. Oh, c'est horrible. Si c'est ça, c'est encore pire que des vrais voilà, fantômes. Ça, c'est une amie de la famille qui disait que c'était ça, ou alors des coups de genoux et de talons. Oh, je déteste ça.
d'ailleurs, il y a eu beaucoup de soupçons tout au long des années. En 1857, elles ont même essayé de prouver que c'était vrai devant 3 profs d'Harvard, qu'elles étaient vraiment en contact avec les esprits, et elles ont échoué. Le test n'a pas fonctionné. Les profs d'Harvard ont dit que ce n'était pas une vraie communication avec les esprits. Et en 1887... Ils entendaient non, des bah bruits, oui, ils ont dû se dire non, c'est possible de faire un fake, tu vois. Non, c'est pas... Vous tapez Mais sous la pas table, du tout. madame. Arrêtez. Mais non. Mais arrêtez, mais enfin, mais... Et dis-toi que 1 an avant la Grande Confession, en 1887, Maggie avait carrément été prise en flag pendant une séance de spiritisme. On avait clairement entendu qu'elle avait fait un bruit elle-même, quoi. Ah Donc ouais, en carrément. 1888 arrive la Grande Confession. Elles disent que les coups étaient bien des craquements très sonores de leurs articulations. Donc ça te met des petits frissons, parce que toi tu aimes pas ça, les craquements des articulations. Ah ouais, c'est horrible. Mais surtout de pouvoir les répéter, tu sais, quand tu... Elles ont les fais même une perfectionné fois, leur puis, technique, hein. Elles ont dit qu'elles ouais. s'étaient entraînées pour vraiment perfectionner la technique au fil des années pour qu'on le remarque de moins en moins. Bon bah, manque de peau en 87, quelqu'un l'avait remarqué, mais en tout cas elles avaient vraiment perfectionné leur technique pour que ça se voit pas, quoi. Et elles ont même montré, parce qu'il y avait forcément beaucoup de gens qui disaient non mais vous dites ça parce que vous vous éloignez du spiritisme et que en fait ça existe réellement et vous cherchez juste une excuse et vous le faites pas. Du coup elles ont fait une grande conférence à New York, donc le 21 octobre, devant 2000 personnes, dans lesquelles elles ont prouvé qu'elles arrivaient à faire les bruits elles-mêmes avec leurs articulations, quoi. C'est incroyable, elles ont complètement le système qu'elles avaient mis tant de temps à mettre en place, qui apparemment était suffisamment brillant pour que des millions de personnes les suivent. Non seulement elles ont annoncé qu'il était faux, mais en plus elles ont prouvé, genre dans des séquences en direct, que comment elles faisaient. C'est genre comme si un magicien te disait du jour au lendemain, la magie, c'est nul. Je déteste la magie, en fait. Toute ma vie, j'ai détesté la magie. Et d'ailleurs, regardez comment je sors les cartes de votre oreille. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Elles ont donné plein de détails. Elles me disaient qu'à la maison, les coups qu'on entendait au sol et tout ça, qu'elles avaient accroché une pomme à une corde et qu'elles la faisaient rebondir au sol à certains intervalles pour faire les bruits un petit peu étouffés de quelque chose qui tombe. Donc voilà, elles racontent tout, quoi. Donc forcément, après cette grosse révélation, bah, c'est la ruine pour les Sœurs Fox. Et d'ailleurs, c'est tellement la ruine qu'en 89, donc seulement 1 an après sa confession, Maggie, elle revient sur ses propos. Elle est un petit peu poussée par le mouvement spirit, hein, et par l'envie peut-être de refaire d'autres séances pour regagner un petit peu d'argent. Et elle dit que non, mais en fait c'était vrai, sauf qu'il est trop tard, hein, beaucoup de gens ne la croient plus, et donc du coup elle n'a plus d'argent. Leur grande sœur Léa, qui était leur manager, meurt en 1890, seulement 1 an plus tard. Kate, elle meurt en 92 à l'âge de 56 ans, et Maggie, elle, est morte ruinée en 1893 dans une pension pour pauvres à l'âge de 59 ans. Donc malgré cette fin tragique pour les Sœurs Fox, malgré leur grande confession où elles ont dit que tout était faux, le mouvement spirit continue. Bah oui, et est-ce qu'il y a des gens qui du coup ont essayé d'entrer en communication avec les Sœurs Fox, puisque elles ne croyaient pas au spiritisme, mais peut-être que elles, en tant qu'esprit, du coup, on pourrait aller leur poser des questions. Finalement, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas écoute, vrai? Je t'avoue que je me suis pas renseigné sur le sujet, mais en tout cas, les gens à l'époque et encore aujourd'hui ont fait comme si de rien n'était. Quand tu regardes des bouquins sur l'histoire du spiritisme, la spiritualité, des trucs qui ont été écrits par des gens qui y croient vraiment dur comme fer. Comme c'est étrange, la confession des Sœurs Fox n'apparaît pas toujours. Ou alors quand elle apparaît, on l'accompagne d'un autre fait qui lui est plutôt surprenant et qui relance un petit peu le mystère autour de cette histoire, parce que là on aurait pu classer cette histoire immédiatement en se disant que bah oui c'était 100% du fake. Ouais. Eh bien c'est un peu plus compliqué que ça, parce que après leur mort, en 1904, on a trouvé des ossements dans la cave de la maison d'Hydesville. Exactement à l'endroit où la personne aurait été emmurée. On a trouvé dans le mur des ossements, vraisemblablement d'un homme, donc l'identité n'a jamais été trouvée. Est-ce que c'était Charles Berosma? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'a supposé Arthur Conan Doyle, qui était donc l'auteur de Sherlock Holmes, mais aussi un spirit convaincu, dans un livre qu'il a consacré au spiritisme, dans lequel il parle notamment des Sœurs Fox. Et donc, du coup, il évoque cette possibilité en disant que peut-être qu'elles avaient raison depuis le début, et que c'est sur pression de l'Église qu'elles ont
tout démenti, mais qu'en fait elles étaient vraiment en contact avec les esprits. L'église qui du coup mettrait pression pour dire non mais arrêtez, vous communiquez avec les esprits, nous ça nous embête parce que on veut pas que vous rameniez les esprits, on veut pas que vous rameniez le démon, tu vois. Genre si vous ramenez le démon, en fait en vérité on pourra jamais le battre parce qu'on a que des croix alors qu'il crache du feu. Et du coup, ne le faites pas. Alors non, je pense que c'est plus Maggie qui s'est un petit peu fait bourrer le crâne sur la fin de sa vie, puisqu'elle elle devenait un petit peu dévote à la fin. Donc elle-même était convaincue que ce qu'elle faisait était mal, de tromper les gens comme ça. Il y avait un problème de morale en fait. Et donc, est-ce que c'était un problème de morale sur le fait de duper les gens, ou est-ce que c'était un problème de morale sur le fait de elle communiquer réellement avec les esprits et c'était amoral de communiquer avec les morts? Donc ça, là-dessus, le mystère reste entier. Donc voilà, après, est-ce que vous voulez faire comme si de rien n'était et comme si elle n'avait jamais prouvé devant des milliers de personnes que c'était faux, ou est-ce que vous voulez considérer que effectivement tout cela était entièrement du fake et que le mouvement spirit se base sur du vent finalement? Et même ce qui est difficile à déterminer dans ces cas-là, c'est que non seulement c'est facile de faire un fake de séance de spirit, mais c'est aussi très facile d'expliquer après coup que c'était un fake en inventant des mécanismes. Enfin, oui, dire, tout les à deux, fait. Tu vois. En tout cas, si le sujet intéresse les auditeurs, je conseille déjà le livre d'Arthur Conan Doyle, l'histoire du spiritualisme, qui est disponible un peu partout. Et cette histoire a aussi été très bien mise en image dans le tome 3 des BD d'Axolot, donc avec de très beaux dessins. Et il y a une série de BD qui est sortie. Le premier tome est sorti en mai dernier, donc ça se concentre sur la jeunesse des Sir Fox, mais du coup j'imagine que le tome 2 sera sur leur accession à la célébrité, puis le 3 sur leur chute. En tout cas voilà, il va y avoir une série de bandes dessinées sur le destin des Sir Fox. Et ce qui m'étonne plutôt pas mal, c'est qu'il n'y a pas eu de film là-dessus. Et j'aimerais bien avoir un biopic sur les Sir Fox. Bien écoute, je pense qu'on va classer l'affaire. Elle est classée. Ouais, l'émission préférée des enfants. Alors Mathias, en me baladant sur internet il y a quelques jours, comme ça m'arrive souvent, je suis tombé sur un forum, et d'ailleurs je voulais t'en parler, parce que ce que j'y ai lu m'a un petit peu perturbé. C'était un forum qui était intitulé une émission pour enfants Candle Cove, point d'interrogation. C'était un forum, comme il en existe d'autres sur les internets, mais où il y a une personne, vous savez, qui est là, je pense, une 50aine d'années, qui demande de l'aide pour retrouver un truc d'enfance. Ouais, genre un Yahoo Answers, quoi. Ouais, exactement, c'est exactement ça. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, j'en profite pour moi-même lancer un appel. Je suis à la recherche d'un dessin animé avec des petits dinosaures robots, dont un faisait un petit bruit qui faisait sissou, 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 quand il... C'est pas une blague. Tu rigoles. Quand il lançait... Parce que je connais pas du tout cette histoire. Mais non, mais c'est vrai, j'ai jamais retrouvé, par exemple, j'ai retrouvé il y a quelques années un truc qui s'appelait les Medabots, et que je regardais quand j'étais petit, mais ça, c'est des petits dinosaures robots qui aidaient des enfants. Et voilà, je me souviens d'un contexte dans une forêt, un truc comme ça. Et en fait, quand j'ai lu le forum, ça m'a fait penser que moi-même j'avais des dessins animés que je voulais retrouver. Donc si jamais quelqu'un se rappelle de petits dinosaures robots, dont un jaune qui lançait comme des toiles par sa bouche et ça faisait sissou, 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 et je suis preneur. Mais donc pour revenir à cette histoire de forum, ce que je vais faire, c'est que j'ai le forum sous les yeux là, donc je vais te le dire et tu me diras ce que t'en penses. Donc c'est la personne qui a posté le premier message, enfin qui a posé la question s'appelle Skyshell33, ça c'est les pseudos, on n'y peut rien. Bogos26. Voilà, c'est ça aurait pu être Bogos26. Et qui dit du coup, est-ce que quelqu'un se souvient de cette émission, donc en parlant de Candle Cove, ça s'appelait Candle Cove et je devais avoir 6 ou 7 ans, je n'ai jamais trouvé la moindre info à son propos, donc je pense que c'était sur une chaîne locale en 71-72 à l'époque. J'habitais dans le sud de la France. Je ne sais plus sur quelle chaîne c'était, mais je me souviens que c'était à une heure bizarre, genre 4 heures.
Là-dessus, premier message, donc quelqu'un répond. Ça me dit quelque chose, j'ai grandi dans les environs, et j'avais alors 9 ans en 72. Candle Cove, ça parlait pas de pirates. Je me souviens de la marionnette d'un pirate à l'entrée d'une grotte, parlant à une petite fille. Donc ça se précise. Et là, l'autre répond, ah oui, ok, donc je ne suis pas fou. Je me souviens de Percy le pirate, il me faisait peur. Il semblait fabriqué avec des morceaux d'autres poupées. C'était vraiment un truc fauché. Sa tête était en porcelaine comme sur les vieilles poupées. Ça ressemblait à une antiquité qui n'était pas là à l'origine. Je ne sais plus sur quelle chaîne c'était. Putain, ça a l'air pire que Chair de Poule. Hein. Ça, ouais, c'est un peu bizarre. Mais c'est pour ça, je trouve le truc un peu étrange. Et là-dessus, quelqu'un d'autre arrive sur le forum et dit... Désolé pour le déterrage, mais je vois de quelle émission vous voulez parler. Je crois que Candle Cove n'a duré qu'un mois. Un mois ou deux, pardon, et c'était en 71 et pas en 72. J'avais 12 ans et je regardais quelquefois avec mon frère. Je ne sais plus sur quelle chaîne c'était. Ma mère me laissait devant après le JT. Il dit je vais essayer de rassembler quelques souvenirs. Ça se passait à Candle Cove. Ça parlait d'une petite fille qui imaginait qu'elle était amie avec des pirates. Le bateau s'appelait La Risée. Et Percy le pirate n'était pas un très bon pirate parce qu'il flippait pour un rien. Il y avait la musique de Calliope en permanence. Je ne sais plus comment s'appelait la petite fille, Janice ou Jade, un truc dans le genre. Je pense que c'était Janice. Donc là, il commence à y arriver, tu vois, il commence à trouver quelque chose. Et donc l'autre, la première personne, celle qui a posté le topic, répond « Merci Jaren, beaucoup de souvenirs sont remontés quand vous avez mentionné la risée. Je me souviens que la proue du bateau était un visage souriant en bois, avec la mâchoire du bas immergée. On aurait dit qu'il avait avalé la mer, qu'il allait avaler la mer, et avait l'horrible voix. Et alors là, la personne cite un acteur américain, Deadwin, qui a notamment joué dans un épisode de la 4ème dimension. Ok, donc voilà. c'est clairement un truc très étrange à montrer à des enfants. Ouais. Je me souviens très bien, comme ça m'a choqué quand ils ont remplacé le modèle en bois plastique par une version marionnette qui parlait. Et là, donc, autre message, je me souviens aussi, vous vous souvenez de ce passage qui disait « Tu dois entrer dedans, tu dois entrer dedans ». Message plutôt court. Donc la personne répond « Ouch Mike, j'ai eu un frisson en lisant ça, je me souviens. » C'est ce que le bateau disait toujours à Percy quand il y avait un endroit effrayant dans lequel il devait aller, comme une grotte ou une pièce sombre où se trouvait le trésor. Et la caméra zoomait un peu plus sur le visage de la risée à chaque pause. Tu dois entrer dedans, tu dois entrer dedans. Avec ses deux yeux de travers, cette grande mâchoire et le fil de pêcheur qui l'ouvrait et la fermait, ça avait vraiment l'air d'un truc au rabais. Vous vous souvenez du méchant ? Un truc super flippant, pardon. Ouais, c'est pas juste un truc au rabais, c'est un truc super flippant. Non, mais dire qu'ils voyaient le fil de pêche, tu vois, qui se souviennent en tant qu'adultes que le truc était un peu bizarre, tu vois. Mais attends, mais le zoom sur la proue du bateau qui fait ça, non, mais ça, on n'est pas bien, Et il dit, vous vous souvenez du méchant ? Continuer. Vous vous souvenez du méchant ? Son visage, c'était juste une moustache avec des dents. Et alors là, réponse, honnêtement, je pensais que le méchant était Percy le pirate. J'avais 5 ans à l'époque, et je trouvais ça vraiment flippant. Autre message, je le lis dans l'ordre chronologique, évidemment. La poupée à moustache, ce n'était pas le méchant, juste son sbire, Horace Horrible. Il avait un monocle sur le haut de la moustache. Du coup, j'ai cru qu'il n'avait qu'un seul œil. En fait, le méchant était une marionnette, et le nom de la marionnette est assez étrange, hein, il s'appelait l'enleveur de peau. Je n'arrive pas à croire qu'on nous laissait regarder ça. Tu m'étonnes. Putain, c'est horrible. Et il dit, nom de Dieu, la personne, c'est personne d'une 50aine d'années qui écrivent, hein, nom de Dieu, l'enleveur de peau. C'était vraiment une émission pour enfants. Je ne pouvais pas regarder l'écran quand l'enleveur de peau y était. Il sortait de nulle part avec ses ficelles, juste un vieux squelette avec un chapeau et une cape, et ses yeux de verre étaient trop grands pour son crâne. Et là-dessus, donc, nouveau message. Son chapeau et sa cape n'étaient-ils pas cousus bizarrement ? Était-il supposé être en peau d'enfant ? Je crois bien. La bouche ne s'ouvrait pas, il avait juste sa mâchoire qui bougeait d'avant en arrière. Je me souviens que la fille disait « Pourquoi ta bouche bouge comme ça ?» Et l'enleveur de peau
ne regardez pas la petite fille mais la caméra. Donc il regardait le spectateur et il disait pour moudre ta peau. Alors là, l'autre dit je suis rassuré que d'autres gens se souviennent de cette émission horrible. J'ai le souvenir d'un cauchemar. Le jingle d'ouverture s'arrêtait. L'écran est devenu noir. Puis soudain, la caméra montrait le visage de chaque personnage, donc chaque personnage du show. Et il ne faisait que crier. Les poupées et marionnettes étaient agitées de spasmes et ils criaient. Et la fille gémissait et criait comme si ça avait duré pendant des heures. Je ne compte plus le nombre de fois où ça m'a réveillé en sursaut, je me pissais dessus à chaque fois. Et donc Kevin, un nouveau membre du forum, dit « Je ne pense pas que c'était un rêve, je me souviens que c'était un épisode. » Non, c'est pas possible. Il n'y avait pas d'histoire ou quoi que ce soit, je veux dire, il était littéralement sur place et ne faisait que pleurer et hurler. Peut-être que je fabrique des souvenirs, répond la personne d'avant, juste parce que vous me dites ça, mais je vous jure avoir vu ce que vous décrivez. Il ne faisait que crier. Et là, une personne précédente répond « Mon Dieu, oui, la petite fille Janice, je me souviens que je la voyais s'agiter, et le preneur de peau ou l'enleveur de peau criait à travers ses dents, sa mâchoire bougeait si fort que j'ai cru qu'elle allait se décrocher, j'ai éteint la télé, et je ne l'ai plus rallumée depuis. J'ai tout raconté à mon frère, et nous n'avions jamais eu le courage de regarder l'émission à nouveau. » Et là, le dernier message est vraiment bizarre. Il dit ce matin, j'ai rendu visite à ma mère dans sa maison de retraite et je lui ai demandé de me parler notamment des années 70, donc quand j'avais 8-9 ans, pour savoir si elle se rappelait d'une émission qui s'appelait Candle Cove. Elle m'a dit qu'elle était surprise que je m'en souvienne. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit parce que je trouvais bizarre que tu dises « Maman, je vais regarder Candle Cove », puis tu réglais la télévision sur une image statique, tu regardais du bruit blanc vidéo pendant 30 minutes. Tu avais beaucoup d'imagination pour ton émission de pirate. Et là, plus de réponse. Ok, la bonne ambiance. Ouais, du coup, c'est un peu... je trouve ça un petit peu étrange. Un petit peu étrange, mais est-ce que c'est vrai, cette histoire, Charles? Pas tellement. Mais je m'en doutais parce que je la connaissais. Ah, c'est pas évidemment. Vrai. Pas tellement, en fait. Alors, il y a plusieurs... on a plusieurs hypothèses. Soit ils avaient tous imaginé le même show, la même année, au même endroit. Ce serait un peu bizarre. Ou alors, seuls les enfants pouvaient voir ce show parce que la CIA avait réglé les ondes pour que seuls les enfants de moins de 12 ans puissent le voir, tu vois. Mais en fait, non, pas du tout. Parce que la CIA fait toujours ça. Ouais. En fait, pas du tout. Il s'agit d'une creepypasta. Et ici, donc, je sais pas si tu veux peut-être nous expliquer rapidement... Oh, bah je te laisse, c'est D'accord. ton histoire, je te laisse expliquer Alors... à tous nos auditeurs ce qu'est une creepypasta. Enfin, ceux qui ne le savent peut-être pas encore, parce que peut-être les gens habitués des internets en ont déjà entendu. Voilà. En fait, ce sont... ici, c'est une légende qui a pour origine un forum de discussion américain, mais en fait... Il s'agit de quelque chose qui est écrit. L'auteur original est Chris Straub, qui avait publié donc cette petite fiction sur son site en 2009. Et c'est devenu... Donc c'est une creepypasta, c'est-à-dire que c'est une légende, mais dans laquelle il y a des effets de réel. Comme si c'était en fait une légende urbaine d'Internet. Et c'est une creepypasta qui a fait l'adaptation notamment d'une... Enfin, qui a été adaptée, en série télé en 2015. Série télé qui était plutôt pas mal. Et pour me servir, pour moi, raconter évidemment cette histoire, je me suis servi de la version française, donc qui a été traduite sur creepypasta.wikia.com, je cite la référence quand même si j'ai changé quelques trucs. Et si vous voyez des bouts d'épisodes de ce fameux Candle Cove sur internet, et ben en fait ce ne sont pas vraiment des épisodes, ce sont des fans qui ont créé, en fait, par la suite, en ayant lu la fiction de Chris Straub, qui ont créé des épisodes pour coller avec l'histoire de Candle Cove. Donc si... Et ça, c'est plutôt cool, d'ailleurs. Les vidéos, enfin, elles sont creepy à souhait. Ouais. Mais on vous les conseille, c'est vachement bien fait. On vous conseille même de lire l'histoire
et de l'histoire originale, si vous parlez anglais, et d'avoir les vidéos à côté, quoi. Quand il parle de l'épisode en question, c'est l'épisode 12 de la prétendue saison 1 de Candle Cove, et on vous conseille d'aller la voir. Et si cette histoire vous a plu, si vous voulez plus de creepypasta, dites-le nous dans les commentaires. On pourra nous adapter, savoir si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas du tout, si c'est de fiction. Pourquoi pas envisager des épisodes spéciaux creepypasta voilà, par moment, exemple, donc, parce que nous on adore ça. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on a une petite passion pour les creepypasta. Donc voilà, c'est pas un dossier, c'est pas classé, ou alors c'est classé immédiatement, je sais pas. Je pense que c'est classé immédiatement comme une très bonne fiction. Voilà. Elle marche toujours, personnellement, cette histoire sur moi. Là, tu l'as re-raconté, j'ai revu des frissons, j'en avais eu quand je l'avais lu pour la première fois sur internet. J'adore cette histoire, donc merci de l'avoir raconté dans le bureau des mystères. Tout le plaisir est pour moi. Avant qu'on passe à un autre dossier, j'avais des nouvelles à donner de Adam Ellis. Tu te souviens d'Adam Ellis, Charles ? Je me souviens, même pas un écrivain, je dis des bêtises, un dessinateur. Oui, un dessinateur américain, on en avait parlé dans le numéro 0 du Bureau des Mystères. Pour vous la faire courte, mais vous pourrez aller écouter l'histoire dans son intégralité dans le numéro 0 du Bureau des Mystères. Adam Ellis, donc c'est un illustrateur qui est hanté par l'esprit d'un petit garçon très inquiétant au crâne déformé qui veut visiblement le tuer parce qu'il s'est mis une malédiction sur le dos en faisant une erreur pendant un rêve. Oui, donc c'est même pas on qu'il l'avait veut laissé, visiblement... ce cher Adam Ellis, oui, non mais on l'avait laissé au début du mois d'octobre alors qu'il partait en voyage au Japon, donc loin de son appartement hanté par le petit garçon, et on le retrouve là, en ce début de mois de novembre, il était de retour à New York et il a donné de ses nouvelles. Alors à son retour du Japon, il a quand même eu le droit à quelques semaines de tranquillité, puisqu'il est revenu au début du mois d'octobre, sauf que le 26 octobre dernier, ça a recommencé à partir en vrille dans son appartement, il a vu quelqu'un l'observer à la fenêtre de chez lui. Donc ça lui a fait beaucoup peur, il a pensé que c'était sûrement ce cher David, donc le fantôme de l'enfant au crâne déformé, et ça s'est confirmé pour lui le 6 novembre dernier, donc c'était il y a vraiment pas longtemps du tout, où il a encore une fois rêvé de David, l'enfant, et pendant son rêve, il a pu le prendre en photo. Sauf attends, il l'a pris en photo pendant son rêve ? Dans son rêve, il a rêvé qu'il prenait son appareil photo pour collecter des preuves de l'existence de ce fantôme, et il pensait que c'était juste un rêve. Sauf que le lendemain matin, il s'est rendu compte que ce n'était pas un rêve. Oula. En fait, il y avait bien des photos dans la pellicule de son iPhone. Des photos forcément très mal éclairées, des photos très sombres. Sauf qu'en éclaircissant les images, on voit très nettement un enfant avec le crâne déformé qui s'approche petit à petit de son lit. Je peux faire un commentaire ? Vas-y, je t'en prie. La dernière fois, je connaissais pas du tout l'histoire d'Adam Ellis. Je suis pas ultra présent sur Twitter en général. La dernière fois, j'avais le doute. Je me dis ok, peut-être qu'il voit des trucs, peut-être que c'est une suite de coïncidences, ceci, cela. Là, tu me dis, lui écrit qu'il a pris des photos dans son rêve et qu'elles se retrouvent le lendemain matin sur son iPhone ? Exactement. Et c'est à ce moment-là qu'on n'y croit plus du tout. Exactement. Non, voilà. En fait, je voulais qu'on donne des nouvelles d'Adam Ellis pour clore l'affaire, définitivement. On avait émis énormément de doutes la dernière fois sur le fait que c'était sûrement une fiction Twitter et non pas des faits réels. Je pense que là, j'incite nos auditeurs à aller regarder les photos qui ont été postées sur Twitter. À ce niveau-là, il n'y a aucun doute qui est possible. C'est tellement abusé. Ah, c'est abusé, genre il a dessiné, il a fait quoi ? Non mais c'est clairement du Photoshop, c'est impressionnant. Donc du coup malheureusement, je pense qu'on va devoir classer l'affaire comme étant une très belle fiction Twitter qui nous aura quand même tenu en haleine pendant 4 mois. Donc parce que ça a commencé quand même l'été dernier cette histoire. Par contre j'ai peur que pour lui là ce soit problématique, hein. Parce que tu sais ce qu'on dit, hein, à crier au loup et tout, le jour où il va voir David pour de vrai, tout le monde va se foutre de sa gueule. Mais nous serons là pour en parler. S'il en parle pour de vrai, c'est sûr. Et peut-être pour se foutre de sa gueule, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, je pense que s'il revoit réellement David, ce qui m'étonnerait quand même énormément, on en reparlera. Mais bon, peut-être sortira-t-il, comme beaucoup de gens l'avaient supposé sur Internet, prochainement
un livre ou une adaptation de ces tweets prochainement, parce que c'est vrai que l'histoire a tenu en haleine quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux quand même. Donc voilà. Et nos auditeurs aussi qui ont écouté l'histoire dans le numéro 0 et qui maintenant ont une conclusion selon le degré de mystère du, du bureau des mystères. On peut dire que là finalement il n'y a pas de mystère, mais une très belle histoire. Ouais, une belle histoire. Bah, une belle histoire. Je l'ai eu par toi, mais j'étais content de l'avoir. Donc voilà, affaire classée pour Adamélis. Les fantômes de Finkviller. Un quartier de Strasbourg a la réputation d'être hanté par des fantômes de commerçants véreux. C'est ce que j'ai découvert en allant à Strasbourg. Donc c'est dans un quartier plutôt sympa en fait, hein, un quartier où je suis allé pour manger, tu t'en doutes bien. Ouais, bah oui, ça, ouais. Dans le quartier du ancien Haras National, qui est devenu une brasserie très sympa, qui s'appelle les Haras, que je conseille aux Strasbourgeois. L'ancien Haras National ? Oui, ancien Haras National de Strasbourg, qui est devenu une brasserie chic, qui s'appelle les Haras, et qui est plutôt cool. Donc voilà, si on a des auditeurs qui passent dans le coin, c'est très sympa. Et surtout, après le repas, vous pouvez aller vous balader sur les quais de Finkviller qui donnent sur le quartier pittoresque de la Petite France. Donc c'est un quartier avec des maisons à colombage, avec des canaux, c'est très charmant. J'ai l'impression d'être dans Petit Renault là. Oui, voilà, je te parle de nourriture et de patrimoine, on est sympa. Non, par contre, on va prendre une tournure un petit peu plus sombre maintenant, car ce quartier a la réputation d'être hanté. D'être hanté par plusieurs fantômes. En fait, il y a plusieurs origines à ces légendes. Je crois que la plus vieille remonte à un livre du 19e siècle qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Auguste Stauber, donc c'est les légendes d'Alsace, dans lesquelles on apprend l'existence de plusieurs fantômes dans la région Alsace, et notamment à Strasbourg, où une légion romaine, donc ce sont des très très vieux fantômes, entrait toujours parfois quelques zones de Finkviller et de la Petite France. Mais ce n'est pas le fantôme le plus effrayant, mon cher Charles. Ah. Car le fantôme le plus effrayant, on vous conseille de le fuir si jamais on le voit la nuit. Car c'est sur les berges que ça se passe, sur les berges du quartier de Finkviller. Il y aurait une lavandière, le fantôme d'une lavandière. Attends, une lavandière ? Une personne qui donc nettoie des vêtements, si ça t'arrange. Ah, on appelle ça une lavandière. Ah bah, pour moi, c'est quelqu'un qui vendait de la lavande. Hein. Non, nous sommes pas en Provence. Okay. Non, je savais pas, d'accord. Et je me disais comme lavande, enfin, sud-est. Quoi. Non, une lavandière à Strasbourg. Si on voit une femme qui est en train de nettoyer du linge la nuit dans l'eau sur le quai, il ne faut surtout pas l'approcher. Il faut fuir le plus vite possible, car si vous vous approchez, elle vous attrape par la gorge et elle vous attire au fond de l'eau, puis elle vous ressort comme si vous étiez un vêtement à laver. Oh. C'est pas vrai. Alors comme ça a l'air drôle, mais si ça t'arrive, c'est pas drôle. Tu feras moins le malin. En fait, c'est l'esprit tourmenté d'une lavandière qui a été condamnée à laver sans cesse le linge qu'elle avait volé la journée. Car dans ce quartier-là, il n'y a pas que ce fantôme-là. En fait, il y a plusieurs fantômes de commerçants qui auraient floué leurs clients. Et qui auraient été pour ça condamnés à plusieurs choses. Notamment, on croiserait le fantôme d'un tonnelier qui est toujours là, inlassablement, parce qu'il est accusé de couper le vin qu'il vendait avec de l'eau, par exemple. Il y a également un boulanger, rue Saint-Marc, donc dans le quartier, qui vendait du pain pourri, et qui a été condamné à errer autour de son fournil en portant des sacs de farine, nuit après nuit. Donc voilà, et il y a aussi, et alors là ce n'est pas un commerçant, mais également des histoires à propos d'un cheval fantôme à 3 pattes qui renverserait les gens dans le quartier à la nuit tombée. Donc voilà, si vous croisez un cheval à 3 pattes, si vous croisez une lavandière en train de nettoyer des vêtements, un tonnelier un petit peu bourré qui est en train de chantonner, ou un boulanger qui porte de lourds sacs de farine en pleine nuit dans le quartier de Finkviller à Strasbourg, un conseil, fuyez. Ouais, mais du coup c'est un festival de fantômes, il y en a beaucoup. Oui, c'est tous les fantômes d'un quartier en fait, c'est considéré comme le quartier le plus hanté de Strasbourg, parce qu'après dans la région il y a eu des histoires de maisons hantées, voilà, parce que la région Alsace c'est quand même assez grand, mais à Strasbourg même, c'est la principale légende de fantômes qui existe, et donc là ouais, c'est un vrai festival de fantômes quoi. Mais il y a des témoignages, il y a des gens qui se sont fait lessiver, du coup ? Non, alors tout ça, ce sont intégralement des légendes, c'est pour ça que même si le niveau de mystère est quand même relativement élevé, ça reste du folklore et des contes et légendes qui sont sûrement fausses, en tout cas, voilà, peut-être qu'il y a eu des témoignages au XVIIe siècle, à l'époque où le livre des légendes d'Alsace est sorti, enfin au XVIIe, je crois que c'est... Non, c'est au XIXe, pardon.
peut-être qu'il y a eu des témoignages au 19e siècle, à l'époque où le livre est sorti sur les légendes d'Alsace, parce que les légendes, c'est de la culture orale, mais ça peut aussi parfois se baser sur des faits réels ou pas. Hein. Ouais, j'allais te dire, est-ce on ne connaît pas l'origine du coup? Non, en fait, les premières occurrences sur ces histoires-là remontent à ce fameux livre-là, écrit par ce Auguste Stauber au 19e siècle, qui était considéré déjà à l'époque comme un espèce d'enquêteur du paranormal qui se renseignait sur les mystères dans sa région, et qui a tout compilé dans ce livre-là. Parce qu'on pourrait se dire, à qui ça fait peur? Ça fait peur aux commerçants, tu vois. Est-ce que ce serait pas un coup de la mairie qui voudrait un peu, comme ça, à la baguette, diriger les commerçants pour qu'ils fassent pas de bêtises? Est-ce que tous, par exemple, est-ce que tous ceux qui se retrouvent comme ça en fantôme, est-ce qu'ils étaient syndiqués? Non, mais tu mets le doigt sur quelque chose qui est la morale de cette histoire. Ouais. Tous ces fantômes ont été condamnés à errer inlassablement nuit après nuit parce qu'ils s'étaient mal comportés. Donc c'est quelque chose qu'on peut limite rapprocher du mythe de l'autostoppeur fantôme et de la Dame Blanche, c'est-à-dire où à chaque fois il y a une morale derrière. La Dame Blanche, c'est faites attention par rapport au code de la route. Là, c'est ne flouez pas vos clients, restez honnêtes, sinon vous pourriez finir comme eux, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Si vous êtes malhonnête, vous finirez fantôme. En fait, toutes les légendes et mythes sont inventés par le gouvernement pour discipliner les populations. Exactement. Ce qu'on est en train de dire. Et d'ailleurs, je suppose même que c'est la CIA. C'est toujours. Car c'est toujours la CIA. C'est toujours la CIA. Du coup, j'ai envie de... c'était juste pour raconter cette légende qui, moi, m'avait fait quelque peu frissonner quand je l'ai lu. Ah ouais, quand tu t'es baladé, t'as eu... J'étais en période d'Halloween. Non. On était en période d'Halloween, donc ça s'explique aussi par rapport à ça. Mais voilà, enfin, très clairement, cette affaire est classée. Je pense pas que quelqu'un va relancer l'affaire, quoique j'aimerais bien que des enquêteurs du paranormal, si des gens nous écoutent, notamment le groupe Alsace Paranormal Investigation, qui est un groupe d'enquêteurs du paranormal du côté de Strasbourg, fassent une enquête approfondie sur le sujet, ça pourrait m'intéresser. Mais voilà, c'est un appel comme ça que je lance. Et on en reparlera dans le bureau des mystères s'ils ils en arrivent à des conclusions. Affaire classée. Affaire classée. Merci d'avoir écouté cette nouvelle session de travail du Bureau des Mystères. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter au fur et à mesure des épisodes et ça nous fait extrêmement plaisir.